Bonjour à tout le monde, bonjour chers étudiants. Je viens continuer avec vous le module de comptabilité bancaire. Oui, la dernière fois, on s'était arrêté sur les opérations faites avec la clientèle et on s'était appesanti quand même sur les opérations de dépôt à terme et sur les opérations de versement, etc. Et aujourd'hui, particulièrement, on va d'abord revenir quand même sur les opérations de crédit. On avait dit que la banque octroie des crédits à ses clients, mais ces crédits devaient respecter un certain nombre de conditions sur le plan des procédures. Par exemple, si on prend le cas d'un crédit salarié, par exemple, le salarié de l'entreprise, le salarié doit déposer un certain nombre de documents avant de bénéficier d'un crédit. Notamment, il doit déposer ce qu'on appelle un contrat de travail en bonne et due forme, une attestation de travail, c'est toi dernier bulletin de salaire, etc. Et une attestation de domiciliation de salaire, ça c'est un certain nombre de documents à déposer. S'il dépose, la banque va faire des enquêtes sur son employeur. Est-ce que l'employeur est solvable? Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'impayé? Après, on lui octroie un crédit. Maintenant, c'est en plusieurs écritures. Il y a l'engagement d'abord. L'engagement, c'est l'acte par lequel la banque s'est engagée de manière irrévocable à financer les clients. Et dans ce cas, il faut même utiliser les comptes de la classe 9, qu'on appelle les comptes d'engagement hors bilan. Maintenant, en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle, si on comptabilise l'engagement, il y a ce qu'on appelle la mise en place du crédit. L'engagement, c'est lorsque, en réalité, le contrat est signé entre l'emploi, entre le salarié et la banque. Maintenant, ça, c'est l'engagement. Maintenant, il y a une deuxième étape, c'est la mise en place du crédit. C'est là où l'argent est mis dans le compte du client. Mais là-bas, il faut faire la part des choses. Il faut savoir que la banque, si le client demande un montant de, par exemple, de 5 millions, la banque ne va pas mettre dans le compte du client 5 millions. Sur les 5 millions, la banque va enlever un certain nombre de frais, notamment l'assurance, parce qu'il y a des risques d'impayé, il y a des risques que le salarié soit alité, etc. Donc, l'assurance est pour couvrir un certain nombre de risques, mais aussi, le salarié aussi, on va lui prélever des frais de dossier, mais sur les frais de dossier, il faut payer ce qu'on appelle la taxe sur les activités financières. D'accord? Maintenant, en dehors de cette phase de mise en place, il y a une autre phase qu'on appelle la phase de remboursement du crédit. C'est-à-dire que c'est une phase où, maintenant, chaque mois, le client est obligé de rembourser. Et ça, c'est déjà paramétré même par la machine. Si l'échéance arrive, la banque prélève directement l'argent dans le compte du client, débite le compte du client. Après, il y a on crédite le compte du crédit et parallèlement, il y a les intérêts. Mais je reviens pour vous dire, pour la comptabilisation des intérêts, il y a le compte 701 et 702. Le compte 701, c'est pour les intérêts qu'on reçoit dans le cas des opérations interbancaires. Mais pour le compte 702, ce sont les intérêts qu'on reçoit dans le cadre des opérations faites avec la clientèle. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faudra mettre en place pour en réalité comprendre que il y a une procédure quand même à respecter pour bénéficier d'un crédit dans une institution financière. Mais ce qui arrive aussi, les crédits peuvent être en souffrance. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Aujourd'hui, le client peut ne pas payer. Le client, par exemple, peut avoir des problèmes on l'a renvoyé, il peut être malade, etc. Dans ce cas, à un certain niveau, c'est l'assurance qui va intervenir. C'est pourquoi, initialement, en faisant la mise en place du crédit, on enlève ce qu'on appelle l'assurance du crédit. C'est extrêmement important, c'est très important à savoir. Maintenant, pour les autres cas de figure, notamment les autres cas de figure, notamment les cas de crédit en souffrance. Vous savez, maintenant, avec la convention de Bâle III, le recouvrement, c'est plus rigoureux. À 3 mois d'impayé, le dossier est déclassifié. Il est amené en contentieux, etc. Mais ça
c'est un autre domaine et il faudra respecter encore une fois ce dispositif prudentiel. Mais là, si on termine sur les opérations faites avec la clientèle, on va faire ce qu'on appelle les opérations de location, les contrats de location. Vous savez, le plan comptable bancaire a été révisé en 2018. Et en révisant le plan comptable bancaire, les contrats de location ont été sensiblement modifiés. Il y a une grosse évolution de la manière de comptabiliser les contrats de location dans les banques. Et là, il faut même distinguer 3 types de contrats: les contrats de location simple, les contrats de location financement, même des contrats de cession de bail. Mais nous, on va se limiter qu'aux deux, les contrats de location simple et les contrats de location financement. En réalité, comme je disais tout à l'heure, ça a été sensiblement modifié avec l'avènement du PCB révisé. Parce que sur l'ancien PCB, on va y revenir peut-être. Les contrats de location simple et comme les contrats de location financement, lorsqu'on achetait le bien pour donner ça en location, dans tous les 2 cas, le bien était inscrit dans les immobilisations de la banque. Maintenant, il faut voir que le PCB révisé s'est sensiblement conformé au principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique et c'est aussi conformé aussi aux dispositions des IAS, c'est-à-dire International Accounting Standard. Maintenant, pour les contrats de location simple, c'est quoi? Une location simple, je vais acheter mon bien, je vous loue ça pour une durée déterminée et à la fin, vous me restituez. Là, c'est très simple. En achetant le bien, je l'enregistre dans mes immobilisations. Maintenant, les loyers que vous me payez, je l'inscris en compte dans les comptes de produits. Donc, pour les locations simples, c'est ça. Je vous ai loué mon bien et la location, c'est pour une durée déterminée. Et à la fin de la location, vous me restituez mon bien. Donc, maintenant, sur le plan comptable, lorsque je vais acheter le bien, je le mets dans mes immobilisations. Maintenant, lorsque je vais lorsque je vais encaisser mes produits, les loyers, je vais les enregistrer dans un compte de produits, en l'occurrence le compte 702 lorsqu'il s'agit de contrats effectués avec la clientèle. Généralement, c'est comme ça. D'accord? Donc, l'attitude à comprendre dans ce cas d'espèce, c'est de venir dire que les contrats de location simples, on les enregistre dans les immobilisations de la banque, mais en plus de ça, il faudra comprendre que les loyers qu'on va encaisser, on va les mettre dans le compte de produits. Mais on va faire un point focal sur sur la comptabilisation des contrats de location financement. Un contrat de location financement, c'est un contrat de location, mais avec une possibilité de racheter le bien à la fin, notamment le crédit bail. On va sensiblement parler ici du crédit bail. Le crédit bail est un contrat de location d'un bien meuble ou immeuble avec la possibilité de racheter le bien en fin de contrat à un prix appelé prix de levée de l'option d'achat. Donc, ce n'est pas pareil. Dans le cas de la location financement, qu'est-ce qu'on a dit? Dans le cas de la location financement, je vais acheter le bien, je l'enregistre dans mes immobilisations. Je le loue à une personne et à la fin, cette personne va me restituer mon bien. Mais les loyers que cette personne me donne, je le considère comme des produits d'exploitation que j'enregistre dans les comptes 70. Maintenant, ici, ce n'est pas pareil. Ici, c'est un contrat de location financement. Si on prend le cas, ça peut être une location vente ou le crédit bail. Pour le cas spécifique du crédit bail, le crédit bail, c'est un contrat de location, mais avec une clause de rachat. C'est-à-dire, je vous loue le bien, mais à la fin du contrat, il est prévu ce qu'on appelle un prix de levée de l'option d'achat. Donc, je vais vous louer, mais il y a une clause de rachat. C'est ça la particularité, par exemple, entre le crédit bail et la location simple. Dans une location simple, il n'y a pas de clause de rachat. Alors que dans un crédit bail, on vous loue le bien, mais il y a cette clause-là, cette clause qui dit qu'à la fin du contrat, le preneur peut acheter le bien à un prix qu'on appelle prix de levée de l'option d'achat. Si on fait la comparaison entre la comptabilisation entre l'ancien PCB et le PCB révisé, il y a une grande nuance. L'ancien PCB, l'ancien plan comptable bancaire,
nous disait que lorsque tu achètes un bien pour faire, par exemple, une opération de crédit bail, le coût du bien, il faut le mettre dans tes immobilisations. Donc, lorsque tu achètes, tu l'enregistres à l'époque dans le compte 46, immobilisation destinée à financer des opérations de crédit bail. Mais avec le PCB révisé, maintenant, on nous interdit d'enregistrer ces biens-là dans les immobilisations. Le PCB révisé nous dit maintenant il faut enregistrer le crédit bail comme une opération de crédit simple. C'est comme un crédit. C'est comme un crédit. Maintenant, il n'y a plus besoin de comptabiliser le bien dans tes immobilisations. Après la comptabilisation dans tes immobilisations, tu l'amortis. Après, il y a même une problématique fiscale sur l'amortissement, etc. Aujourd'hui, le PCB révisé nous facilite la tâche. Le PCB révisé nous dit traiter les crédits bail comme une opération de crédit simple. Et maintenant, il faut comprendre le crédit bail. La banque va acheter le bien, par exemple, à 20 millions, mais la banque va vous dire, vous allez me rembourser 20 millions plus un taux d'intérêt, un taux de rentabilité de l'investissement net, un taux de rentabilité de l'investissement net que vous allez, que les financiers de la banque vont calculer, etc. Mais il faut calculer un taux de rentabilité de l'investissement. C'est un taux d'intérêt implicite de l'investissement net. Ça vous permet maintenant de dire au preneur, oui, vous allez me rembourser 20 millions, mais plus les intérêts. Donc, c'est comme une opération de crédit simple. Maintenant, contrairement à l'ancien plan comptable bancaire, maintenant, on nous demande de traiter le crédit bail comme une opération de crédit simple. Donc, lorsque vous achetez le bien maintenant, ne le mettez pas dans un compte d'immobilisation, mettez ça dans un compte de crédit directement. Ici, vous créditez un compte 205 crédit bail, 114 banques. C'est-à-dire, on considère que c'est réglé au comptant. D'accord? C'est la banque qui va acheter. Mais maintenant, si la banque achète, elle va débuter le compte 205 crédit bail et créditer le compte 114 banques. Ça, c'est pour l'achat, lorsque vous achetez le bien. Maintenant, encaissement des redevances. Vous savez que la banque, comme elle va louer le bien, parfois des crédits bail, la banque va dire au client, tu me payes des loyers ou de redevances. C'est comme un remboursement d'un crédit. Donc, je dirais tout à l'heure, maintenant, le plan comptable bancaire vous recommande de traiter le crédit bail comme une opération de crédit simple. Il n'y a plus besoin d'immobiliser le bien, il n'y a plus besoin de le mettre dans un compte d'immobilisation, d'amortir, etc. Maintenant, lorsque vous achetez le bien, vous le mettez dans un compte de crédit bail et vous créditez le compte 114 banques. Il y a aussi l'encaissement des redevances. Ouais. À l'échéance, chaque échéance, la banque va prélever dans le compte du client de la redevance composée de quoi? D'un intérêt et d'un principal. Parce que tu vas rembourser si le bien est à 20 millions, c'est ça le principal. Mais ensuite, en plus de ces 20 millions, il y aura des intérêts. Donc ici, il faut débiter le compte 25, 11 compte client ordinaire et créditer le compte 205 crédit bail pour le remboursement et le compte 702 pour les intérêts. Maintenant, on va faire un cas pratique qui vous permettra peut-être de comprendre mieux le crédit bail. On a dit Locafrique a acheté un véhicule à 15 millions réglé par banque. La société a signé le 36 pour la mise à la disposition pour durée d'utilisation. La valeur du compte à 15 millions. Le crédit porte 3 ans. Les versements d'une redevance annuelle de 5 600 000, le 36 N plus 1 et N plus 2, avec la possibilité de l'acheter le bien à la fin du contrat pour une somme égale à 1 459 200. Taux de remboursement de l'emprunt, c'est 20%. Présenter le tableau d'amortissement financier. Donc ici, c'est un contrat de 15 millions remboursable par annuité constante. D'accord? Donc les redevances, elles sont constantes. Et la première redevance a été payée dès la signature du contrat parce que le contrat a démarré le 36N et à la date du 36N, on a versé la première redevance. Maintenant, si vous regardez le tableau, si on regarde le tableau de remboursement, il y a la valeur début, il y a les intérêts, le principal, la redevance. Redevance égale intérêt plus amortissement, c'est clair. Maintenant, il y a la valeur fin qui est la valeur début moins le prêt principal. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, et je pense que c'est un point extrêmement important, sur la première
sur le premier remboursement, il n'y aura pas d'intérêt. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un temps couru. On a signé le contrat et le client a versé dès la signature du contrat. C'est pourquoi il n'y a pas de temps couru sur le premier remboursement, il ne peut pas avoir d'intérêt. C'est pourquoi sur le premier remboursement, intérêt égale 0. Mais à partir de la deuxième, maintenant, si intérêt égale 0, les redevances, elles sont constantes. C'est ce qu'on a dit sur 3 ans. 36N plus 1 et 36N plus 2. C'est 5 600 pendant 3 ans. Mais si intérêt égale 0, cela signifie que redevance égale amorti principal. Parce que intérêt plus principal nous donne redevance. Si intérêt égale 0, redevance égale principal. Maintenant, pour avoir la valeur fin, il faut faire la valeur début moins le principal. Maintenant, sur l'année suivante, on fait la même chose. L'intérêt, c'est quand même très simple à calculer. L'intérêt, c'est la valeur début multipliée par le taux. Intérêt, c'est la valeur début multipliée par le taux. C'est ce qu'on a fait en N plus 1. Maintenant, pour avoir le principal en N plus 1, on a déjà calculé l'intérêt. L'intérêt, on va prendre 9 400 fois 15%, fois 20%, autant pour moi, ça en donne 1 880. Maintenant, pour avoir la valeur du principal, on prend 5 600 moins l'intérêt. Ça en donne 3 720 000. Et pour avoir la valeur fin, c'est simple. Valeur fin, c'est toujours valeur début moins le principal. D'accord? Maintenant, pour l'enregistrement, donc, il y a un versement de 3 redevances. Il y a un versement de 3 redevances. Mais à partir de la 4e année, il y a le prix de levée de l'option d'achat. Donc, on avait dit que le crédit du bail, c'est un contrat de location, mais avec une clause de rachat. C'est-à-dire, à la fin du contrat, le preneur peut dire, je vais racheter le bien à un prix qu'on avait déjà fixé, ou bien je ne l'achète pas. Et ce prix de levée de l'option d'achat fait partie du contrat. Donc, sur la 4e année, en année plus 3, c'est ce qu'il faut rembourser. Le prix de levée de l'option d'achat, c'est 1 459 200. Maintenant, on prend pour avoir, c'est la redevance entre guillemets qu'on va payer sur la dernière année. Maintenant, pour avoir la valeur début, l'intérêt, c'est toujours valeur début partout. Et pour avoir l'amortissement, principal égale redevance moins intérêt. D'accord? À la fin, on a obtenu 0. Maintenant, pour l'enregistrement des écritures, c'est simple. À la date d'acquisition du bien, le 36, on a mis ça dans un compte 205. Hein? On ne le met plus dans un compte d'immobilisation avec le plan comptable bancaire révisé. Maintenant, on l'enregistre directement dans un compte de crédit. Maintenant, après, on va procéder au remboursement. Vous savez, sur la deuxième opération, on a débité le compte 2511 et on a crédité le compte 205 pour 5 600 000. Parce que sur la première annuité, il n'y a pas d'intérêt. Sur le premier remboursement, il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que cette redevance a été payée d'avance. D'accord? A été payée d'avance. Autre chose à comprendre aussi, et pour moi, c'est extrêmement important. Sur la deuxième année, pour rembourser, il y aura forcément des intérêts. Si vous regardez le tableau d'amortissement, il y a des intérêts. On a débité le compte 2511, le compte 2511 compte client ordinaire, le compte 205 crédit bail, et on a crédité le compte 702 pour les intérêts. Parce que sur la première année, il n'y a pas d'intérêt, c'est pourquoi on n'avait pas mis le compte 702. Mais sur la deuxième année, il y a forcément des intérêts, et ces intérêts-là doivent être enregistrés dans le compte 702. Mais c'est cette même écriture-là qu'on va maintenir jusqu'en N plus 3. C'est pourquoi je dis la même écriture sera passée sur les années suivantes. Maintenant, à la fin du contrat, si le client dit, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne lève pas l'option d'achat, qu'est-ce qui va se passer? Si le client ne lève pas l'option d'achat? Qu'est-ce qui va se passer? En cas de non-respect de l'option d'achat, le bien est inscrit au patrimoine de l'établissement assujetti pour le montant de l'encours de la créance. Il sera amorti selon les règles du comptable de droit commun. C'est-à-dire que si en N plus 3 ici, à la fin de N plus 2, le client dit le bien ne m'intéresse pas, je ne lève pas de l'option d'achat. Dans ce cas, le prix de levée de l'option d'achat, on le prend, on l'immobilise, on le met dans les immobilisations de l'entreprise et il y a un compte même spécifique qui a été créé par le PCB pour ça. Et on l'immobilise et le montant de la créance restante sera
amorti suivant les dispositions comptables que vous connaissez. Ça peut être le mode linéaire ou les autres modes d'amortissement que vous avez appris. Voilà les gars, l'exposé que je voulais faire sur les contrats de location et qui vous permettra en fait de savoir ici qu'il y a une spécificité en fait mise en place par le PCB révisé et qui nous dit maintenant pour les locations simples, quand vous achetez le bien, vous l'immobilisez et que les redevances ou les loyers que vous encaissez sur les locations, ça mettez ça en produit. Mais le produit, le bien en tant que tel, vous le mettez dans vos immobilisations. En revanche, lorsqu'il s'agit de location-financement, le PCB nous demande maintenant de le créer, de le traiter comme une opération de crédit simple. On n'a pas besoin de mettre le bien dans les immobilisations, on le met dans un compte de crédit lors de l'achat et maintenant il y a des remboursements à faire. Mais ce qu'il faut retenir aussi, si à la fin du contrat ou en cours de contrat, le client ne respecte plus ses engagements ou décide de ne pas lever l'option d'achat, dans ce cas, le montant de la créance cessante doit être inscrit au niveau de l'actif du bilan dans les immobilisations et amorti selon les règles comptables de droit commun. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie tous et puis je vous demande, on se retrouve sur la séance